Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 décembre. Au Tchad, 8 ans de travaux forcés pour les 6 Français de l'Arche de Zoé. Les familles espèrent un transfert rapide des condamnés vers la France, ce que Paris devrait demander à la justice tchadienne dans les plus brefs délais. L'Est de la France sous la neige et la pluie verglaçante, ces intempéries ont causé une 50aine d'accidents de voitures et perturbé la circulation des trains. Météo France incite chacun à la prudence. Cérémonie du souvenir en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde. 3 ans après le tsunami qui a causé la mort d'au moins 220 000 personnes, les populations vivent toujours dans le dénuement. Les Français dépensent de plus en plus d'argent pour se loger. C'est dans les familles les moins fortunées que le poids du loyer est le plus lourd, près de 25% du budget. La Slovénie, ancien pays de l'Union soviétique, est devenue la destination tendance avec des paysages exceptionnels, des équipements de ski de qualité et des prix attractifs. Et puis Laurent Gérard nous parlera de son nouveau spectacle, la suite du précédent où cette fois il flingue, comme il dit, en musique, avec des nouvelles voix et des invités surprises. Il est au Palais des Congrès jusqu'au 31 décembre et dans ce journal dans quelques instants. À N'Djamena, les bénévoles de l'Arche de Zoé ont accusé le coup à la lecture du verdict. 8 ans de travaux forcés pour chacun des 6 membres de l'association. Cet après-midi, pour la première fois, Éric Breteau, le leader du groupe, avait exprimé quelques regrets en se disant désolé pour les enfants tchadiens. Sur place, Amaury Guibert et Frédéric Ranc. C'est peut-être la seule surprise de ce procès. Près de 3 heures de délibéré. Une longue attente pour les membres de l'Arche de Zoé, restés dans le box comme prostrés, le visage grave. À 18h30, la cour criminelle fait son entrée. Le président rassemble les accusés à la barre et énonce le verdict. Les 6 Français sont tous reconnus coupables d'enlèvement de mineurs, tous condamnés à 8 ans de travaux forcés. On aurait pu ne pas plaider, on n'aurait pu rien faire. On a le sentiment que ça aurait été pareil, on n'a tenu compte de rien. On a condamné tout le monde collectivement à la même peine, au même dommage et intérêt. C'est une décision insupportable. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense avaient pourtant tenté le tout pour le tout. Ce ne sont pas des négriers, a lancé l'un d'entre eux. Éric Breteau a un cœur immense, a ajouté un autre, le président de l'Arche de Zoé, qui a pris une dernière fois la parole. Si ces enfants, ou si une partie de ces enfants sont tchadiens, parce qu'on nous a menti en nous présentant des enfants tchadiens comme des enfants soudanais, et qu'on a séparé des familles, c'est un drame dont nous sommes vraiment navrés et désolés, car notre intention n'a jamais été de séparer des familles. Des excuses qui n'y changeront rien. Chez la partie adverse, quelques applaudissements ont accompagné le verdict. On a dépassé le stade de la traite négrière, on n'en est plus là. Donc, mon impression, ce n'est qu'une impression de satisfaction. La cour criminelle a aussi acquitté 2 Tchadiens, mais condamné 2 autres intermédiaires locaux à des peines moindres. Les 6 Français, eux, sont repartis à la maison d'arrêt de N'Djamena. Dans une bousculade indescriptible, sans dire un mot, comme sonné par un verdict que beaucoup estimaient pourtant joué d'avance. Et nous retrouvons en direct de N'Djamena Amaury Guibert. Alors Amaury, bonsoir. Beaucoup de rumeurs circulent après ce verdict. On parle même de rapatriement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant ? Oui, le scénario, François, ce qui va très certainement s'imposer, c'est un retour très rapide en France sous la forme d'un transfèrement de prisonniers. C'est l'option choisie, a priori, par les autorités françaises et tchadiennes. Les avocats français de l'Arche de Zoé comptent beaucoup sur ce retour en France, même si leurs clients seront toujours prisonniers, pour casser ce jugement de la justice tchadienne, car ils estiment qu'il y a énormément de vices de procédure à l'instruction et durant ce procès qui aboutit à ce verdict plutôt sévère. Un verdict, il faut bien le rappeler aussi, qui vient apaiser un petit peu l'opinion tchadienne, qui avait été très irritée par cette affaire de l'Arche de Zoé. Merci Amaury. À Castellane, où habite l'une des accusées, le docteur Philippe Van Winkelberg. Une messe était célébrée cet après-midi par le curé Guy Gilbert, qui voulait ainsi marquer sa solidarité avec le médecin. À Castellane comme à Mourmelon, où habite l'épouse d'un autre militant de l'Arche de Zoé, le verdict a été accueilli avec consternation. Loïc Delamornay et Mathias Barois. Elle s'y attendait, mais ça n'empêche pas les larmes et la colère. Vous savez que Philippe est innocent, 8 ans parce qu'il a soigné. Vous qui êtes médecin, infirmière, vous allez faire de l'humanitaire. À n'importe quel moment, vous pouvez vous retrouver à la place de Philippe. C'est ça la justice tchadienne, elle est belle. La présidente du comité de soutien tente de réconforter l'épouse du médecin. Maintenant, il va rentrer. Maintenant, c'est fait, il va rentrer.
Messes, banderoles de soutien, le village de Castellane n'accepte pas la décision de justice, oubliant sans doute un peu vite les conditions rocambolesques dans lesquelles l'association a agi. Une association reconnue ce soir coupable de tentative d'enlèvement d'enfants. À Mourmelon, l'épouse du logisticien de l'Arche de Zoé tente de relativiser la condamnation. Par rapport à ce qu'on nous avait laissé sous-entendre, alors que c'était 10 ans, je dirais que voilà, on a gagné 2 ans par rapport à ce qui était entre guillemets prévu. Comme tous les proches des condamnés, elle espère une extradition rapide vers la France. Et avec nous en direct justement Christine Pelliga. Alors bonsoir madame et merci d'avoir accepté de témoigner dans ces circonstances difficiles. La peine évidemment est lourde, 8 ans c'est un choc. Oui, bien sûr que, comme je disais, on s'attendait plutôt à 10 ans. Donc oui, bien sûr, ça reste un choc, on ne peut pas le nier. Maintenant, 8 ans pour un procès qui n'a été qu'une mascarade, pour des hommes qui ont, étant médecins, sapeurs-pompiers, professeurs, qui n'allaient que dans un seul but, sauver des vies. Oui, 8 ans, c'est énorme, mais je rappelle que ce procès n'est qu'une pure mascarade. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront être transférés rapidement vers les prisons françaises? Est-ce que vous avez eu des indications des autorités françaises à ce sujet? Alors, on a l'espoir, bien sûr, d'un transfert assez rapide, surtout si on tient compte de leur état de santé. Avec cette grève de la faim, les conditions, il est clair qu'il serait sage de les rapatrier rapidement. Et puis bon, après, je pense que nos avocats vont faire le nécessaire pour voir ce qui peut être fait. Et bien sûr que 8 ans, c'est pas 8 ans de travaux forcés, hein, et donc il faudra communier cette peine en quelque chose de beaucoup plus adapté. Mais bon, nous gardons espoir. Merci d'avoir témoigné ce soir pour nous, Madame Pelliga. Retour en France du rescapé de l'attaque qui a causé la mort de 4 membres d'une même famille en Mauritanie lundi. Le père de famille a été conduit à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Son frère, ses 2 fils et un de leurs amis ont été tués dans le guet-apens qui aurait été perpétré par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Karine Comazzi. Il a laissé derrière lui la Mauritanie. Seul et grièvement blessé, François Tollet a retrouvé cet après-midi sa femme et sa fille, comme lui endeuillés. Il a été transporté au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de Lyon. Triste retour pour ce Charentais. Chez lui au village, on l'avait vu préparer son expédition. Il faisait ça réglo. Au point de vue assurance, au point de vue nourriture, au point de vue eau, au point de vue gasoil. Enfin, c'était un organisateur très ordonné. Pendant ce temps, en Mauritanie, les enquêteurs auraient identifié 2 des 3 tireurs. Ils ont abandonné ce véhicule avant de prendre la fuite. 2 jeunes Mauritaniens, membres présumés d'un réseau salafiste proche d'Al-Qaïda. Ils auraient reçu l'aide logistique d'un 3e homme, déjà condamné pour son appartenance à un groupe terroriste. Tous ont été filmés en juillet dernier à leur sortie du tribunal de Nouakchott. Tous suspectés d'appartenir à la mouvance islamiste, mais libérés, faute de preuves. Embarrassées, les autorités mauritaniennes mènent l'enquête tous azimuts. C'est une plénière qui a plongé dans le choc et l'émoi les autorités et le peuple mauritanien dans leur ensemble. La chasse à l'homme a commencé au Sénégal, où les 2 hommes se seraient enfuis, mais aussi au Mali et dans le nord de la Mauritanie. Des zones déjà visées par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. La France a décidé de revoir ses conseils aux voyageurs. Même position pour la direction du Rallye Dakar, qui se rendra demain à Nouakchott. Et puis en Somalie, 2 femmes membres de Médecins sans frontières, une infirmière argentine, un médecin espagnol ont été enlevés dans le nord du pays. C'est dans cette région que notre confrère Gwen Le Gouil avait été retenu en otage pendant 8 jours. MSF a décidé d'évacuer son personnel expatrié dans cette région du Puntland où les enlèvements sont devenus monnaie courante. En Égypte, le président français Nicolas Sarkozy et sa nouvelle amie Carla Bruni ont visité la vallée des rois à Luxor. Main dans la main, le couple est descendu dans plusieurs tombeaux des pharaons, y compris celui de Toutankhamon et de Séti Ier, exceptionnellement ouvert pour eux. Suivis par une troupe impressionnante de photographes, ils sont ensuite allés pique-niquer à bord d'une felouque sur le Nil, accompagnés par l'un des fils de Nicolas Sarkozy et la mère de Carla Bruni. À gauche, on s'interroge sur le financement de ces vacances privées et sur la mise à disposition d'un avion appartenant à l'industriel Vincent Bolloré. L'Élysée n'a pas souhaité commenter.
L'hiver s'est installé dans l'est de la France. Neige et surtout pluie verglaçante ont provoqué des accidents en série. Un homme de 46 ans est mort dans sa voiture, encastré sous un camion, et plusieurs trains ont été retardés par le gel sur les caténaires. Vincent Fischmann. La combinaison est imparable sur l'autoroute A6. Pluie fine sur sol gelé et sur la route, la moindre manœuvre devient périlleuse. Avec le verglas, la voiture a glissé, elle n'a pas réussi à la maîtriser. Et elle a tapé dans le premier rail de sécurité, elle a traversé l'autoroute et on a fini sur le bas-côté, dans l'autre rail de sécurité. Le plus souvent plus de peur que de mal. Mais plus au nord en Bourgogne, un carambolage entre un camion et une quinzaine de voitures a fait un mort. L'autoroute a été fermée une bonne partie de la matinée. Sur le réseau secondaire, les saleuses ont fait ce qu'elles ont pu, mais des dizaines de voitures ont terminé dans le fossé. Aucun blessé grave n'est à déplorer. En ville, le verglas a immobilisé les bus une bonne partie de la matinée. Dijon, Besançon, mais aussi Nancy. Personne n'est informé, alors l'impatience gagne. C'est honteux, on est gelé là, et on nous dit pas il va passer ou pas, on sait rien. À Dijon, au réveil, les premiers pas sont difficiles. Un bon centimètre de verglas, alors chacun fait comme il peut. Je sale le trottoir, oui, devant chez moi, devant ma porte, oui. Avec quoi? Avec du sel de mer. Sur le réseau ferré, câbles et caténaires ont gelé. Une bonne partie du réseau nord-est a été retardée. Pour cette nuit, des risques de verglas sont à prévoir. Certains retards à la SNCF étaient dus en revanche à des actes de malveillance. Le trafic des TGV entre Paris et Marseille a été perturbé par des incendies sur des câbles de signalisation. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Plusieurs incidents du même genre se sont produits sur d'autres lignes, notamment sur le TGV Nord. La SNCF ne fait pour l'instant aucun lien entre ces actions, mais lors de la grève des cheminots, plusieurs lignes TGV avaient fait l'objet d'actions coordonnées de sabotage dénoncées par la direction. Et ces images sont signées Grégory Vasseur. Justement, la réforme des régimes spéciaux de retraite sera effective dès le 1er décembre 2012. La durée de cotisation pour les salariés de la SNCF, de la RATP, d'EDF et de GDF passera à 40 ans, en 2016 à 41 ans. Les décrets d'application devraient être publiés avant le 15 janvier. Explication Valérie Lerouge et Christian Leroux. Les réunions à la SNCF ou EDF ne sont pas terminées, qu'importe, les décrets alignant les régimes spéciaux sur ceux de la fonction publique seront publiés d'ici 15 jours. La mobilisation de l'automne n'y a rien fait, les cheminots, gaziers ou agents de la RATP passeront bien de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation en 2012, mais le décret va plus loin, 41 ans en 2016 pour tout le monde. Problème, ce nouvel allongement était supposé être discuté l'année prochaine. Pour les syndicats, le gouvernement va trop vite. Il y a un rendez-vous en 2008 sur l'ensemble des régimes et c'est là que la décision sera prise. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux quand on indique aujourd'hui que les régimes spéciaux de retraite vont cotiser 41 ans en 2016. Personne sait de quoi demain sera fait. La loi Fillon de 2003 prévoit en effet de tout remettre sur la table avant le mois de juin prochain. Les syndicats entendent alors mobiliser tous les salariés, du public comme du privé. Nous vous parlions hier d'un lot de foie gras potentiellement contaminé vendu par la marque Montfort, foie gras au torchon authentique 430 grammes. Nous vous donnions la référence du code barre qui est toujours inscrit sur l'écran. Eh bien, le groupe coopératif qui les fabrique a mis en place un numéro de téléphone qui sera ouvert 7 jours sur 7 de 7h à minuit. Notez-le bien, c'est le 01 40 45 42 46. Vous retrouverez cette information sur le site www.france2.fr. Aujourd'hui, dans beaucoup de magasins de jouets ou de cadeaux, les services après-vente étaient largement sollicités par des parents parfois débordés. Trains électriques défectueux ou taille de vêtements inadaptée. Reportage Romain Messi et Dominique Bonnet. Une grande bande bleue au milieu du cadre, tout simplement. D'accord. Des cadeaux défectueux qui ne fonctionnent pas. L'appareil photo marche pas, bloqué, les piles bloquées, donc voilà, on le rapporte. Et des clients venus très nombreux, avec l'espoir de les échanger. Ce que je disais, j'en ai plus du tout en stock, donc je vais pas pouvoir vous les changer. C'est très décevant, surtout que c'était un cadeau pour mes parents, donc oui, c'est très décevant. Dans ce grand magasin, le nombre de cadeaux défectueux est une information confidentielle. Une certitude, au service après-vente, on a prévu du personnel en renfort. On a plutôt une tendance à avoir plus 30% d'activité sur le mois, sur les semaines qui viennent. Ceux qui se sont risqués à offrir des vêtements n'ont pas toujours fait le choix gagnant.
C'est un jogging que j'ai offert à mon mari et qui lui va pas. Alors qu'est-ce que vous allez prendre en échange? Je vais voir s'il y a la taille au-dessus et puis sinon je vais fouiller, chercher autre chose. Dans ce magasin de jouets, 1% de cadeaux seulement seraient défectueux. Mais les parents reviennent, les bras chargés, pour d'autres raisons. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qu'ils ont de pas bien ces cadeaux? J'aime pas, c'est tout. Parce que c'est des jeux de société et que elle, son univers, c'est les chevaux. Une valse des cadeaux qui devrait durer une quinzaine de jours. Merci. Et à Londres, aujourd'hui, c'était le début des soldes. Devant les grands magasins, une foule nombreuse attendait l'ouverture des portes. Et vous voyez comme ici, dans cette chaîne Selfridges, ils sont rués dès l'entrée. Et c'est vrai qu'il faut s'armer de patience parce qu'ensuite, il faut quand même passer à la caisse. En Indonésie, les pluies torrentielles ont ravagé le centre de Java. Les inondations ont provoqué des glissements de terrain qui auraient tué plus de 80 personnes. Les routes sont coupées et de nombreuses maisons ont été emportées. L'Indonésie, qui comme les autres pays de la région frappés par le tsunami il y a 3 ans, peine à se reconstruire. Les dons venus du monde entier ont été abondants, parfois trop même, mais depuis l'urgence a laissé la place au développement. État des lieux et explications avec Zinedine Boudaoud et Damien Louvet. 10 000 bougies allumées sur la plage de Patong dans la baie de Phuket. L'hommage rendu aux victimes du tsunami par leurs proches et des rescapés thaïlandais ou occidentaux. C'était il y a 3 ans, sur une plage toute proche. Une vague énorme engloutit tout sur son passage. 220 000 morts au moins dans 12 pays d'Asie. L'élan de générosité est sans précédent dans le monde entier. Cette cause très médiatisée a généré en France une aide de 337 millions d'euros des pouvoirs publics et 323 millions des particuliers. Une manne examinée de près par la Cour des comptes. Georges Capdebosque a épluché la comptabilité de Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et bien d'autres encore. Il n'y a pas eu de scandale. Bon, nous avons fait des critiques dans un certain nombre de cas, nous avons signalé un certain nombre de doubles emplois, de dépenses inutiles, de dépenses qui ne correspondaient pas à l'affectation. Pas de dérapage, mais 3 ans après, un tiers des dons n'a toujours pas été dépensé. Médecins sans frontières avait par exemple reçu 10 millions d'euros. Beaucoup trop pour une ONG spécialiste de l'urgence. Quand on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas dépenser tout cet argent, on a demandé aux gens explicitement s'ils nous autorisaient à utiliser ces fonds ailleurs pour d'autres problèmes moins médiatisés, moins visibles, ce qu'ils ont accepté à 98%. Pour le développement, en revanche, l'argent n'est pas trop abondant. Les programmes de reconstruction et d'éducation, comme ceux du Secours populaire par exemple, ont besoin de fonds et de temps aussi. Et conséquence justement de ce dénuement des populations, pour survivre, certains rescapés vont jusqu'à vendre leurs organes. Un rein trouve preneur jusqu'à 1 000 euros et c'est un véritable trafic qui s'est installé, notamment en Inde. Reportage Arnaud Miguet et Fabrice Sonnet. Tsunami Nagar, en français le quartier du tsunami. C'est ici que les autorités ont relogé les familles de pêcheurs qui ont tout perdu il y a 3 ans. Désœuvrés, ils vivent avec moins de 40 euros par mois et sont devenus les victimes d'un trafic sordide, la vente d'organes. C'est le cas de Sundari, 35 ans. Elle a vendu son rein il y a 1 an pour pouvoir nourrir sa famille. À cause du tsunami, on était terriblement endettés. On a dû emprunter beaucoup d'argent et on ne pouvait plus payer. Alors pour sauver l'honneur de la famille, j'ai vendu mon rein. On m'a dit que ça rembourserait toutes nos dettes. Pour son rein et cette longue cicatrice, Sundari a gagné 1 000 euros, soit 2 ans de revenus. Le marchand d'organes qui s'est occupé de la faire opérer il y a 1 an dans cet hôpital en a gagné lui 10 fois plus. La vente d'organes est bien illégale en Inde, mais des intermédiaires et des médecins véreux profitent d'une incroyable demande pour exploiter la misère des victimes du tsunami. Ici, une greffe coûte 25 fois moins cher qu'aux États-Unis. Chennai, capitale médicale du pays, a désormais la réputation de capitale du commerce d'organes, ce que déplore ce spécialiste. Des gens prennent cela parfois comme une évidence, que nous fournissons des organes venant de personnes vivantes. Je leur explique à chaque fois que nous ne faisons pas ce genre de transaction avec des donneurs. Il y a bien eu quelques arrestations, des fermetures d'établissements médicaux, mais le trafic continue. Cette ONG a recensé pas moins de 34 personnes depuis 2 ans qui ont vendu leurs reins, surtout des femmes. Les hommes n'acceptent pas de souffrir autant.
contrairement aux femmes. C'est pour cela qu'elles vendent leurs reins. Et pour les intermédiaires, c'est plus facile de les trouver. Elles sont à la maison, plus vulnérables. On ne m'avait pas dit tout ça. Aujourd'hui, je préférerais mourir plutôt que donner un de mes reins. Je ne peux plus rester au soleil. Je ne peux plus rien faire à la maison. Je suis malade. Sundari se souviendra de ce 26 décembre 2004. Ce jour-là, la vague du tsunami a tout emporté. La cicatrice n'est pas prête de se refermer. En France, les inégalités se creusent face au logement. Selon une enquête de l'INSEE, les ménages les plus pauvres y consacrent de plus en plus d'argent, jusqu'à 25% de leurs dépenses. En revanche, pour les ménages les plus aisés, le poids du logement s'établit autour de 11%. Il y a 30 ans, se loger coûtait 12% du budget de tous les Français. Et pour permettre à certaines familles d'accéder à la propriété, les HLM mettent en vente une partie de leur parc. 140 000 logements sociaux seront disponibles à la vente. Une façon de dégager des moyens supplémentaires pour construire de nouveaux logements sociaux. Portrait d'une famille au Plessis-Robinson qui va devenir propriétaire. Jean-François Firret et Chloé Lecomte. F4 de 80 mètres carrés au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Prix moyen 240 000 €. Les gens Evano, eux, ont fait une affaire. Nous, on l'a acheté 160 000 €. 160 000 €, 30% moins cher. Le couple a en fait pu racheter son HLM. Il louait 550 €, il rembourse désormais 1 000 € par mois pendant 15 ans. Un tiers du budget de la famille, le maximum sans avoir à se serrer la ceinture. Le financement a été calculé avec les HLM qui ont accordé des prêts avantageux. À 0%, payable dans 10 ans, et l'autre à 3%. Ce sont les conditions avantageuses. Des HLM, oui. Et sans ça, vous pensez que vous auriez pu acheter ou pas? Pas ici, pas aussi proche de Paris. Il y a un an, tous les appartements du lotissement ont été proposés à la vente. 6 locataires sur 10 ont dit oui, les autres ne présentaient pas les garanties financières suffisantes. Nous, ça va nous permettre peut-être dans un premier temps de nous assurer une retraite convenable, et puis dans un second temps permettre de léguer un patrimoine à nos enfants aussi. L'office HLM, lui, reste copropriétaire de l'immeuble et le garant des nouveaux acquéreurs. Si par suite des incidents de la vie, veuvage, divorce, etc., un des deux salaires ne rentre plus. Donc la personne ne peut plus rembourser ses prêts. L'office se substitue. L'office reprend la propriété de l'appartement et garde la personne qui retrouve un statut de locataire dans ses murs. Les fonds dégagés doivent servir à la construction de logements neufs. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, la vente de 3 000 appartements financera 4 000 constructions nouvelles. À Lille, c'est l'hébergement des Roms qui pose problème. La préfecture a réquisitionné de nouvelles places, mais c'est insuffisant pour répondre à la demande. Voyez ce reportage de Elsa Palot et Dominique Mas. Ils arrivent régulièrement par petits groupes. Ces Roms sont à la recherche d'un toit pour ce soir, mais dans cette auberge de jeunesse réquisitionnée par la préfecture, la situation est devenue quasiment incontrôlable. Ici, c'est la police qui gère et qui refoule les nouveaux arrivants. Ils vous ont dit de faire quoi? La police? Sortir, c'est pas place ici. Sortir, c'est où place pour dormir ce soir? La pagaille règne car les associations ont jeté l'éponge. Elles acceptaient de gérer 60 personnes. Ici, il y en a plus de 100. Malgré tout, Emmaüs livre encore des repas, mais dans le plus grand désarroi. J'ai même plus l'énergie de la colère parce que je dois dire que ça fait 1 an qu'on essaie de travailler sur la problématique Rome et je n'ai aucun sens dans mon travail. Car la situation s'est considérablement détériorée ces derniers jours. Plus de 600 Roms vivent dans le département et beaucoup sont désormais à la rue après l'évacuation il y a une semaine d'un campement à Lille. Puis ce fut l'incendie d'un hangar abritant une trentaine de personnes. Un accident qui a coûté la vie à une jeune femme handicapée. Désormais, ceux qui restent sans hébergement vivent donc dans des caravanes à moitié abandonnées. La nuit, il fait froid. Les bébés, les enfants, le matin, quand ils partent à l'école, ils ont froid. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Face à cette situation de crise, le maire de Lille parle d'incurie de l'État. Je ne comprends pas que l'État ne remplisse pas ses missions et surtout ne répartisse pas l'ensemble des efforts sur l'ensemble de la métropole. Si chacun prenait un peu sa part, nous arriverions à passer cette période et à régler le problème. Justement, la préfecture déclare ce soir réfléchir à une répartition des hébergements dans d'autres communes pour soulager Lille. En attendant, ils seront encore une centaine à dormir ce soir dans l'auberge jeunesse.
Aux États-Unis, aux eaux de San Francisco, un visiteur a été tué par un tigre qui aurait sauté par-dessus les grilles de son enclos. 2 autres personnes ont été blessées. L'animal a été abattu. Ces accidents sont cependant rarissimes. Explication Nathalie Sapena et Marie Cros. Des policiers en armes, des grands moyens. Aux eaux de San Francisco, un tigre s'est échappé à la nuit tombée. Il a tué un jeune homme avant de s'attaquer à 2 visiteurs attablés à la terrasse d'un café. Les policiers se sont approchés, le tigre les a repérés et s'est dirigé vers eux. C'est à ce moment-là qu'ils ont tiré. L'animal a été tué. Les 2 rescapés, griffés et mordus sur tout le corps, ont été hospitalisés dans un état grave. Il semble que l'animal, une tigresse de 160 kg, ait réussi à sauter par-dessus la barrière de sécurité et les douves. Un bond de plusieurs mètres à peine croyable. Je ne comprends pas. Un tigre ne doit pas être capable de sauter ainsi. Et pourtant, c'est une tigresse comme celle-ci, haute comme un homme, qui a réussi à s'enfuir. Les tigres de Sibérie, les plus gros du monde, sont capables de faire des bonds de 6 mètres. Ici, au cirque Pinder, 53 fauves, jamais un animal ne s'est échappé. C'est impossible qu'aucun ne sorte déjà parce qu'ils n'ont pas de prise. Il n'y a aucune possibilité d'accroche. Et j'ai un système qui leur empêche de passer. Déjà, ils sont trop lourds pour pouvoir avoir la possibilité de sauter. Des barrières physiques régulièrement inspectées par les services de l'État, mais aussi un personnel qui connaît bien les tigres. Si j'ai un animal qui sort, pour quelque raison qu'il soit, déjà il va m'écouter parce qu'il a le contact avec moi et parce qu'il m'obéit. Après, c'est sûr qu'il faut rester très vigilant. Ça n'arrive pas au cirque parce que déjà j'ai du personnel qui travaille continuellement avec moi. Aujourd'hui, 20 000 tigres vivent en captivité, 6 fois plus que les 3 500 encore dans la nature. Le cheval est non seulement la plus belle conquête de l'homme, mais aussi souvent le meilleur ami de ses enfants. Les centres équestres sont de plus en plus fréquentés par les jeunes et surtout par les filles. Reportage dans le Val d'Oise, Florence Bouquilla et Mathieu Niven-Gloveski. À toi, Alexandre, de te faire croquer. Viens là. Alexandre, 4 ans et demi, 2 mois de pratique d'équitation derrière lui, quelques chutes à son actif et un mental d'acier. Non, j'ai pas peur parce que toi, je suis montée beaucoup de fois dessus. Alors maintenant, elle me connaît et je suis tombée beaucoup de fois. L'équitation, un sport de jeunes. La moitié des 550 000 licenciés de la Fédération française d'équitation a moins de 21 ans. C'est aussi un sport de filles. 75% des cavaliers sont des cavalières. La plus noble conquête de l'homme attire donc peu les garçons. Peut-être à cause de l'éventualité d'une chute, ce dont Nicolas vient de faire l'expérience. Ça va, Nicolas? Nicolas, lui, croit savoir pourquoi les garçons n'aiment pas monter à cheval. En fait, ils ont peur. Mais en fait, c'est pas sûr pour les filles. La plupart des champions de France ou du monde sont des hommes. Donc, je vois pas ce qui pourrait être pour les filles. Pour les citadins, l'équitation est un sport difficile d'accès et souvent cher. À la campagne, c'est un loisir plus accessible mais toujours onéreux, surtout quand on a 2 enfants passionnés de chevaux. Sur un an, c'est à peu près entre 2000, un peu plus de 2000 € quand même. Mais une passion, même coûteuse, peut aussi déboucher sur une perspective professionnelle, comme pour Clémentine, 18 ans, qui vient d'obtenir son CAP de palefrenier soigneur. Je venais aider aux écuries, je venais aider faire les soins. Et ça, c'est vraiment devenu de plus en plus... C'était vraiment devenu quelque chose de vraiment passionnant et j'ai voulu apprendre. En France, les activités équestres destinées au public génèrent environ 20 000 emplois. La Slovénie, ancien État de l'ex-Yougoslavie et qui occupera la présidence de l'Union européenne au 1er janvier, est aussi une nouvelle destination touristique très prisée. Il faut dire que les paysages et les équipements sont exceptionnels. Voyez ce reportage de Jérôme Bermin et Christian Leroux. Ici, c'est Boïn. C'est l'une des perles des montagnes slovènes. La légende veut que Dieu ait donné, il y a des siècles, ce lac aux habitants de la région parce qu'ils étaient humbles et travailleurs. Ils l'ont appelé Boïn. Cela signifie cadeau de Dieu. Toutes les montagnes ont leur légende. Celles de Slovénie ne font pas exception. Mais ici, on ne fait pas que se raconter des histoires. On aime l'action. Le ski, c'est le sport national, et ça se voit. Des dizaines de stations parsèment ce tout petit pays grand comme 3 départements français. Les Alpes viennent s'éteindre ici. Bienvenue à Granjska Gora, l'une des plus fameuses stations slovènes. Une épreuve de Coupe du Monde s'y déroule chaque année, mais il y en a pour tous les niveaux. Et voici justement un débutant.
Chris Moore est anglais, comme la moitié des touristes ici. Et sur la piste, forcément, ça se voit. Pour Chris, son épouse et leurs 3 enfants, venir en Slovénie était une évidence. Rien qu'au niveau des tarifs, 1 200 € par personne, absolument tout compris. Je suis allée sur Internet parce qu'on m'avait recommandé cette région. Et en effet, pour nous 5, c'était moitié moins cher que ce que nous avions vu à l'origine. Une semaine de ski aux États-Unis. Et pour ce prix, pas le temps de s'ennuyer, même la nuit. Ski jusqu'à 22 h, des casinos partout et même des concerts de pop slovène pour les plus jeunes. Mais la priorité reste avant tout le sport, escalade, canyoning, ski de fond, raquettes. Un peu plus bas, nous voici à Bled, son château, son île, son décor de conte de fées. Vous voyez, c'est Triglav, notre plus haute montagne, aussi le symbole du pays. Il s'appelle Triglav, ça veut dire 3 têtes, 2864 mètres. Ici, on pratique plutôt la randonnée, les balades, dans un cadre de carte postale. La montagne slovène gagne chaque année 10% de visiteurs supplémentaires, mais reste encore très méconnue des Français, à peine 5% des touristes. Pendant la présidence slovène de l'Union européenne, les dirigeants de toute l'Europe vont eux aussi avoir la chance de découvrir les merveilles de la montagne ici. Une conférence des ministres des Affaires étrangères se déroulera d'ailleurs autour de ce lac. Ce sera au printemps prochain. Laurent Gérard revient sur scène au Palais des Congrès pour la suite de son spectacle consacré à la télévision, sa vie, son œuvre, celle de la télévision bien sûr, mais cette fois il le dit avec des chansons, reportage de Abdel Mostefa et Frédéric Delarue. 2 ans et demi que Laurent Gérard flingue la télé sur scène et plutôt que de terminer sa tournée marathon dans la discrétion, il a choisi de le faire avec tambour et trompette grâce à l'orchestre d'un ami. Tu ne fais rien pour un temps, je saurais bien te descendre, je contournerai ta peau, du chameau. Je lui ai donné mon orchestre, tout simplement. Le big band, là, c'est du vrai musical avec ça, puis le talent à faire reste. Vous avez vu, dans mon gouvernement, il y a plein de femmes. Rama, Fadela, Rachida. Et maintenant, chez moi, il y a Carla. Un brin d'actu et toujours les mêmes cibles, ajustées avec l'aide de Jean-Jacques Perroni, co-auteur des textes. Vous êtes d'où, quelle région, Saturnin? Il est Vilaine. Il est Vilaine. Département préféré de Bertrand Delano. Et où qu'il est Vilaine, avec ses Vélib à la con et ses couleurs de bus merdiques. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il amène une méchanceté. Il travaille à la grosse Bertha, voilà, il amène un truc un petit peu anard. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde en prend plein la gueule, comme on dit. Avec un tel orchestre, le final est forcément musical, hommage aux montants, traînées et autres bécos, référence du quasi-quarantenaire Laurent Gérard. Des grands boulevards. Alors, on vient de dire à l'instant quasi 49, vous avez fêté vos 40 ans sur scène. Le là. 29 décembre, avec cet orchestre. Avec voilà, cet orchestre, je me fais un petit plaisir. Oui, c'est bien. Vous viendrez souffler avec moi? Oui, je viendrai, d'accord. Oui. Alors, justement, pour la suite de votre spectacle sur la télévision, vous vous êtes entouré de musique, c'était pour arrondir les angles ou au contraire Non, pas du tout, c'est un plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais tourner avec un big band. C'est vrai que j'avais vu le big band avec Guy Marchand, comme il le dit. Et c'était aussi parce que le public me demandait souvent pourquoi vous chantez pas plus dans le spectacle. Alors attention, c'est pas que des chansons, hein, ce sont des parodies. Et puis surtout, ça ne se fait plus d'avoir des formations comme ça. Derrière, il y a 19 musiciens. Je m'amuse beaucoup. Je suis très. C'est rassurant d'avoir des musiciens derrière soi. Au contraire, c'est formidable. Une responsabilité plus grande. On est porté, mais surtout on a l'impression que ça fait 1 an qu'on tourne. Tellement on a sur la même longueur d'onde. Moi, c'est le genre de musique que j'aime. Ouais. Ce que dit Guy Marchand est vrai, moi j'aime le musical, j'aime la vraie belle musique, j'aime l'orchestre, j'aime ce côté-là du spectacle. Et puis vous revenez un peu à vos premières amours, parce que l'imitation justement en chanson, c'est un genre que vous aviez un peu abandonné. Oui, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Ah oui, oui. Avec qui pour le concert de la fanfare de mon village. Et puis là je finis avec un big band, j'ai toujours aimé chanter. Et le public devait demander aussi que vous retrouviez comme ça les personnages. Oui, absolument. Et puis ça me permet d'en faire plus. C'est-à-dire que j'ai pu en faire des nouveaux, que je ne pouvais pas faire juste avec un piano. Je peux faire Brassens, je peux faire Bernard Lavilliers, je fais Serge Lama. Et puis tout est orchestré. C'est-à-dire même la Marseillaise, je l'ai fait accélérer pour Sarkozy.
Ah oui, parce qu'il va vite, exprès. parce que ça va vite. Mais on retrouve les classiques, la grande saillie princière. C'est votre préféré, ça. C'est ce qui ouvre le spectacle, si je puis dire. Non? Oui, c'est vrai. Ah. Oui, on la retrouve. On retrouve Céline Dion, un nouveau Johnny, avec tous les cuivres qui se lèvent, parce que, voilà, quand on a des cuivres, il faut que ça se lève, il faut que ça pète. Donc, il y a un Noir c'est Noir avec Johnny, des nouveaux textes, un nouveau Sarkozy, forcément. Et puis, vous avez introduit, d'ailleurs, si je puis dire, les nouvelles actualités du président de la République. Absolument. Ça, je vais en parler. Oui, je vais parler très un bien. peu de l'Égypte. Mais alors, on peut pas avoir d'extrait du spectacle, parce que souvent, vous parlez beaucoup de choses, disons, un peu leste qui, à la télévision, pourrait choquer quelques oreilles. Non, regarde, ça fait bien du bien au président, pourquoi on n'en prendrait pas? Oui, vous dites pas ça très fort quand même, j'ai remarqué. Vous dites que c'est votre meilleur spectacle, celui-là? Non, c'est un de vos meilleurs. Non, c'est celui pour lequel je prends le plus de plaisir, parce que être avec des musiciens, c'est extraordinaire. C'est rare d'ailleurs. On fait qu'une quinzaine de dates exceptionnelles. Je me suis fait ce plaisir-là pour mon anniversaire. On l'a déjà joué un peu en province, et j'ai un réel plaisir parce que c'est très joyeux, c'est très festif d'avoir un bel orchestre. Et vous changez comme ça le soir en fonction, je sais de pas, l'actualité, de l'actualité, de ce qui s'est passé dans la journée, de ce que vous avez vu au journal télévisé de France 2 que vous ne ratez jamais? Jamais, surtout quand c'est vous, parce que je suis en vacances. Mais là, je travaille. Ah oui. Donc je le fais toujours avec vous. Oui, c'est vrai. On va faire un duo un jour. Vous viendrez chanter avec moi. Je viendrai, je vous promets. Et donc vous adaptez à l'actualité en permanence? Oui, bien sûr, on s'appelle avec Jean-Jacques Perroni régulièrement pour parler des nouveautés à intégrer. C'est cette chance que j'ai d'ailleurs depuis 2 ans, c'est de pouvoir faire évoluer le spectacle et de m'amuser. Qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que le 31, c'est fini. Je vais aller en Slovénie, j'ai vu qu'il y a des belles stations de ski. Oui, ça ressemble un peu à... Au Bled, hein, c'est ça le Bled? Oui, au Bled, absolument. Et ça ressemble un peu à votre région d'origine? À la Maurienne, oui, à la Savoie, oui. Ben oui, je vais profiter un petit peu, je vais écrire, j'ai un Lucky Luke qui va sortir, et puis je crois que je m'éclate tellement avec cet orchestre que je vais quand même faire quelques dates supplémentaires. Ah, vous voyez comme vous j'en ai très envie. On se refait pas, hein, ma bonne dame. Merci en tout cas Laurent Gérard d'être venu nous parler de votre spectacle. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Au Tchad, 8 ans de travaux forcés pour les 6 Français de l'Arche de Zoé. Le procureur général avait requis une peine de 7 à 11 ans. La Cour criminelle n'a pas souhaité les différencier. Les familles espèrent un transfert rapide des condamnés vers la France, ce que Paris devrait demander aux autorités tchadiennes dans les plus brefs délais. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Laurent Romeshko. 20h50, une comédie intitulée supergranny.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2 et je vous donne rendez-vous demain à 20h. Bonsoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.